Aujourd'hui, on a avec nous Fanny, c'est ma belle-sœur, c'est la copine de mon petit frère. Et elle va nous parler du fait de vivre avec l'anxiété et de la fatigue chronique. Donc merci beaucoup Fanny d'être là. Est-ce Merci à que toi. tu voudrais un peu te présenter? Oui, je m'appelle Fanny. Comme tu l'as dit, je vis du coup avec ton petit frère. Je pense que j'ai de l'anxiété depuis que je suis née. Ok. J'en ai vraiment toujours eu. Après, ça a un petit peu augmenté quand je suis tombée en dépression aussi. Ouais. Donc je pense que les deux Sont ensemble, liés. c'est lié, ouais. Ouais. Euh, donc voilà, après là j'ai toujours des suivis thérapeutiques qui me permettent de travailler sur qu'est-ce qui fait que cette anxiété est toujours là Ouais. et comment la traiter. J'ai pas la clé encore aujourd'hui, hein, donc Oui. je travaille toujours dessus et à essayer de calmer ça en fait. Comment t'as su que t'avais de l'anxiété? Je pense que j'ai toujours su que j'avais de l'anxiété, Ouais. déjà parce que je pense que c'est quelque chose qui ressort aussi dans le corps. Oui. Les migraines par exemple, je suis asthmatique donc en fait les crises d'asthme j'ai l'impression qu'elles sont décuplées quand on est en crise d'angoisse par exemple. Et puis le fait que j'ai eu une dépression, bon, je suis toujours un peu dedans, j'essaye d'en sortir. Je pense que le fait d'avoir vu des professionnels, etc., ça pose aussi un diagnostic et on peut être sûr que c'est ça quoi en fait. Parce que même si depuis petite je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau des angoisses, que j'angoissais pas comme tout le monde, que c'était même pire que tout le Oui. monde, enfin que les gens qui m'entouraient en tout cas, le fait d'avoir vu des thérapeutes, des psychiatres, etc., qui expliquent un petit peu ce que c'est, qui mettent des mots dessus, du coup maintenant je suis sûre de ce que j'ai et ça met une étiquette un petit peu quoi. Et est-ce que ça t'a rassuré de voir des personnes et qui te disent oui, c'est ça? Et du coup, ça t'a vraiment mis un mot sur ce que t'avais? Alors, tu te sentais plus valide à avoir une Carrément, étiquette? parce qu'en fait, je viens d'une famille où toutes ces choses-là, pour eux, ça n'existe pas, en fait, c'est pas Mm. possible. C'est juste une petite faiblesse de personne et ça va aller mieux dans deux trois jours, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas. Donc, en fait, quand moi, j'avais des grosses crises d'angoisse à pas vouloir sortir de chez moi. Par exemple, il y a un truc qui m'angoissait carrément, c'était d'aller dans les restaurants, parce que Mm. j'ai aussi des petites TCA. D'accord. Mais je pense que tout ça, c'est lié. Ça, c'est des choses qui m'angoissaient terriblement. Et en fait, ma famille ou les proches qui m'entouraient n'ont jamais vraiment compris, en fait. Donc, mais après, c'est vrai qu'en rencontrant Lucas, du coup, je me suis rendu compte que les gens pouvaient comprendre ce genre de choses. C'est juste que pour certains, c'est plus clair que d'autres. Oui. Et en fait, le fait que les thérapeutes me disent oui, madame, là c'est une dépression, oui, là vous avez un trouble de l'anxiété généralisée, du coup, ça valide ce que je ressens parce que depuis que je suis petite, moi je me dis je suis pas normale, j'arrive pas à rentrer Mm. dans les normes, je devrais être comme ça et je le suis pas. Et en fait, maintenant, de se dire ok, quelque part c'est pas vraiment ma faute, c'est comme ça et je peux pas bouger ça et c'est valide, c'est vrai, c'est ce que j'ai en fait. Mm. Du coup, c'est vrai que ça fait du bien et ça soulage un peu quand même. Ça t'a enlevé un poids de te dire, ben, il y a d'autres personnes qui sont comme moi et ben, c'est un peu. Enfin, c'est ma normalité et c'est ok d'être comme ça. Ouais, c'est ça. Là, j'ai encore un peu de mal à me dire c'est ok d'être comme ça parce que je pense qu'il faut du temps. Mais au moins, je sais que ce que je vis, c'est valide quoi, dans le sens où si même les professionnels me le disent, c'est que c'est comme ça en fait. Mais c'est vrai que quand on grandit, en fait, tout ce qui nous entoure, la plupart du temps, c'est notre famille, en fait. Oui. Quand votre famille, elle comprend pas forcément ce qui se passe, du coup, nous non plus, on comprend pas. On se dit, si eux, ils comprennent pas, c'est que la normalité, c'est de pas comprendre et que c'est pas normal d'être comme ça, en fait. Ça t'avait mis un peu un poids de ne pas être compris par ta famille Bah oui, dans tout ce ouais. qui est anxiété et tout ça. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir. Enfin, quand t'as commencé à être avec Lucas, t'as compris que c'était normal parce que nous, dans notre famille, il y a beaucoup d'anxiété. Mm. Moi-même, je fais de l'anxiété généralisée depuis très longtemps. Du coup, Lucas, il a l'habitude, ou même avec l'agoraphobie ou des choses Ouais, comme c'est ça, ça. les troubles alimentaires.
c'était un peu son quotidien, entre guillemets. Ouais, Du c'est coup, ça. il a pu bien t'aider et t'as pu... En fait, c'est avoir un autre comportement par rapport à mes réactions, en fait. C'est, par exemple, de dire, ben, ça, je peux vraiment pas le faire parce que ça m'angoisse. Pour telle ou telle raison, par exemple, aller au restaurant, je peux pas parce que là, il y aura trop de choses que je connais pas. En plus, s'il va y avoir du monde, je sais que ce sera pas possible pour moi. Et en fait, d'avoir une réponse en face du gars qui me dit, ok, bah, c'est pas grave, on peut rester à la maison ou on va faire ça et puis faire les courses juste en fonction de ce que moi je peux manger, bah, c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi parce que j'avais pas l'habitude en Oui. fait. Et du coup, c'est vrai que bah, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et après, je sais qu'en passant à l'université, comme je me suis retrouvée à vivre seule aussi, bah, ça a un petit peu accroît aussi ma dépression et mes anxiétés. Mais à côté, bah, j'ai appris à les comprendre quelque part parce que là, on ne mettait pas une croix en disant non, t'as pas le droit de ressentir ça. Mais j'étais obligée de le ressentir parce que j'étais toute seule en Oui. fait. Et en plus, j'avais des amis qui comprennent très très bien ce genre de choses aussi, puisque bah, j'ai aussi une meilleure amie qui elle vit ce genre de choses aussi, l'anxiété, etc., la dépression. Et donc du coup, bah, c'est rencontrer des gens qui vivent la même chose et des gens qui te comprennent, ça m'a vraiment fait du bien, ouais. Ouais, ça a changé du coup ta normalité parce que t'as compris que d'autres gens étaient Oui, dans c'est le ça, même ouais. truc et que t'étais pas seul. Et c'est bien aussi d'apprendre à en parler parce que quand on n'en parle pas, on pense qu'on est tout seul à avoir ces petits soucis-là. Et du coup, c'est bien de rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que nous parce qu'on comprend que Ouais, c'est ben ça. il y a plein de gens qui sont comme ça, quoi. Bah, c'est surtout que, par exemple, tu vois, moi, à l'adolescence, je sentais que j'étais un problème, quoi. Que, il y avait quelque chose qui allait pas avec moi parce que, bah, j'ai toujours grandi avec les mêmes personnes parce qu'on a vraiment un groupe d'amis d'enfance. Depuis que je suis toute petite, bah, nos parents se connaissent, etc. Et en fait, moi, dans ce groupe-là, je me sentais perdue parce que eux, ils rentrent dans les cases, entre guillemets, de la société. Eux, ils sont hyper sociables, ils ont toujours envie de faire des tas d'activités, des tas de choses comme ça. Moi, il y a des fois, j'ai juste envie de rester enfermée dans ma chambre et de pas bouger, quoi. Même juste, tu vois, des anecdotes toutes bêtes, mais quand il fallait choisir des chambres, etc., tout le monde voulait être tous ensemble, à déplacer les matelas et tout. Moi, non, ça, c'est le genre de choses, je voulais garder ma chambre à moi. Et je comprenais bien que ça posait problème parce que les autres me trouvaient bizarre, quoi, en fait. Alors que non, on a tous une batterie sociale enfin, Oui, c'est ça. différente et ça doit être angoissant. Du coup, t'avais l'impression de pas être à ta place, même dans ton groupe en Oui, quelque c'est ça. sorte. Ouais, en fait, je les aime vraiment beaucoup parce que j'ai grandi avec eux. En fait, comme je disais, nos parents se sont connus petits enfants et nous, on s'est connus enfants aussi. Donc, on a grandi ensemble et je pense que bah, maintenant qu'ils ont grandi, qu'ils deviennent adultes aussi, ils comprennent que ben, moi, j'avais des soucis à cette époque-là. Et que je pense que maintenant, ils commencent à comprendre que bah, je suis pas comme eux, entre guillemets, quoi. Mais quand j'étais ado, ça posait vraiment des gros clashs, quoi, parce qu'il y avait des fois où moi j'avais. Enfin, je comprenais pas pourquoi eux ils avaient ce besoin d'être en collectif tout le temps. Et moi j'avais besoin d'être un peu seule et de. Et puis en plus, je vis les choses tout à 3000%. Donc en fait, la moindre contrariété, ben, j'étais vraiment au plus bas. Alors qu'une personne qui a pas tous ces troubles-là serait passée au-dessus rapidement. Moi, c'est plus compliqué en fait. Et maintenant, ton groupe d'amis actuel, est-ce qu'ils te comprennent mieux dans le fait de te laisser plus d'espace, le fait de te laisser du temps aussi, ou si t'as pas envie de sortir à cause d'une crise d'angoisse, enfin, est-ce Alors, qu'ils te laissent la place d'être toi-même? en fait, je pense que pour ce qui est de mon groupe d'amis d'enfance, je pense que c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que ça sera jamais aussi pire que ça l'a été quand j'étais adolescente. Parce que là, par exemple, on est reparti en vacances cet été, parce que ça, c'est vraiment notre rituel de partir en vacances l'été ensemble. Et donc, c'était dans un camping, c'était horrible, parce que moi, je déteste ça. Fallait dormir en collectivité dans les tentes, tout ça. Ah oui, d'accord. Donc, non. Et donc, c'était horrible. Et donc, il y a une nuit où j'ai préféré aller ailleurs qu'au camping. Et le lendemain, c'était mitigé. Il y avait une partie qui avait compris que moi, je me sentais pas bien et que c'était juste pas possible pour moi de rester. Et une autre qui lançait des petits pics, tu vois, pour dire «Ah, t'es pas resté cette nuit, nous on est resté», enfin voilà. Et du coup, je pense que là, c'est plutôt mitigé parce que, comme je disais, comme on a grandi, qu'on est devenu adulte, ils ont vu d'autres choses et du coup, peut-être qu'ils comprennent un petit peu mieux les autres. Oui. Mais certains, quand même, ont toujours du mal à comprendre comment je fonctionne, en fait. Après, c'est super bien d'apprendre à se comprendre et de s'écouter. Alors, t'as dit que tu pouvais pas rester et c'est bien de partir avant d'avoir une crise. Je sais ce que ça fait d'avoir des crises d'angoisse.
J'ai même eu des crises de tétanie en plein milieu de Dijon où vraiment je pouvais plus bouger, le téléphone il tombait. Donc c'est super important de s'écouter. Oui, c'est ça. Enfin, déjà, c'est un travail super intense d'apprendre à comprendre d'où les crises elles Ouais. viennent, de se dire ben là je stoppe parce que sinon ça va avoir je vais faire une énorme crise. Donc c'est super bien. Ça, Et c'est vraiment un travail énorme au fait à faire avec une thérapeute. Et franchement, bah, je pense que c'est vital, quoi, parce que je n'aurais pas pu vivre avec des crises aussi intenses que j'avais avant, quoi. Et tes crises avant, elles étaient. T'étais à quel point? Genre, est-ce que tu pouvais pleurer, avoir comme moi des crises de tétanie En fait, ou... ça mélange un peu les deux. J'ai des crises de tétanie où vraiment je peux plus bouger. En plus, j'ai tous les muscles qui se rétractent, en fait. Ouais. Et surtout, moi, c'est la respiration. J'ai l'impression d'étouffer, quoi. Ah, C'est vraiment... je pouvais plus respirer et il y a des pleurs à chaque fois. Donc, c'était... C'était dur à vivre quand même, mais là maintenant j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus espacées, donc ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de guérir un petit Oui. peu, quoi. Mais après je sais qu'à tout moment je peux en avoir une et bah, j'essaye de faire le travail de me dire bah c'est comme ça, je suis comme ça, il faut que je les accepte, parce que moins je les accepte, plus elles ont de risques d'être là en fait. Et ça fait longtemps que tu vois une thérapeute pour en travailler là-dessus? Alors j'ai vu une thérapeute quand j'étais au lycée parce que j'ai eu des gros problèmes de santé, mais c'était lié à des TCA en fait. Ok. Je crois que j'étais vraiment très en dessous de la courbe de poids. Ok. Et donc du coup, du fait des professeurs qui ont alerté, etc., j'ai vu une thérapeute, pas très longtemps. Et ensuite, quand je suis tombée en dépression là en master, donc à l'université, j'ai vu quelqu'un, pareil, grâce à des professeurs qui m'ont bien aiguillée, qui voyaient que ça allait pas. Et donc du coup, là, depuis, je vois cette thérapeute, donc depuis 2 ans maintenant. Et est-ce que ça t'aide bien? Est-ce qu'elle... tu peux avoir des questions? Est-ce qu'elle peut répondre correctement à tes questions ou... Alors en fait, cette thérapeute, elle a une façon de travailler qui est peut-être un peu angoissant justement au départ, parce qu'en fait, elle écoute beaucoup. Donc elle se permet pas de faire des commentaires sur ce que tu vis, et moi j'aime bien en fait. Ok. Je sais qu'au début c'est hyper déstabilisant parce qu'en fait, elle attend juste que tu parles, et quand tu connais pas la personne, les premiers rendez-vous avec la thérapeute, c'est assez angoissant. Tu te dis mince, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce qu'elle va réussir à comprendre ce que je veux dire? Et en fait, au final, plus on avance dans les séances, plus ça me convient, parce qu'elle met pas de... En fait, elle fait pas de commentaires sur ce que je peux ressentir. Ok. Et ça, c'était hyper important pour moi, parce qu'en fait, je voulais pas qu'elle me dise oui, mais vous savez, ça c'est normal. En fait, ça, j'en voulais pas. Et du coup, elle a toujours des petits conseils, mais ces conseils en général, ils arrivent à la fin de la séance, Ah, quand ça, c'est j'ai bien. pu parler, quand j'ai pu m'exprimer. Et en fait, à la fin, elle reste toujours sur des points hyper positifs, en me motivant, etc. Et en fait, je crois que c'est le genre de thérapie qui, moi, me convient vraiment. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment pas juste parler, etc. et être écoutées. Moi, ça me convient. Au départ, j'avais un peu peur, mais maintenant, j'avoue que je sais que c'est ce qu'il me faut, en fait. Ben, c'est bien parce que t'es là, tu peux t'exprimer librement, tu gardes pas tout pour toi. Et peut-être il y a des choses que tu n'oses pas dire à ta famille ou autre, et ben là, tu as le droit de tout balancer. Genre, tu dévites juste ton sac et c'est super important. Ouais, c'est ça. Et en plus, après, comme tout thérapeute, elle prend des notes. Et parfois, quand elle sent que le moment est juste, elle revient sur ces choses-là. Et ça permet de faire un travail sur ce que j'ai vécu. Et du coup, de sortir un petit peu des choses du placard pour essayer de tout mettre à plat, et de réexpliquer et d'apaiser les choses, en fait. Ça, c'est super cool. Et Lucas, comment il a pris... Enfin, ça s'est passé comment avec Lucas, du fait que tu puisses avoir une anxiété ou... Est-ce que tu as osé lui dire tout de suite avant de te mettre en couple avec lui ou il l'a appris petit à petit? Il n'a pas vraiment eu le choix, entre guillemets, parce que au départ, quand on n'habitait pas ensemble, je faisais vraiment des grosses crises. Parce que c'était toujours quand j'étais à l'université, mais en licence. Et là, j'avais des grosses crises, mais assez violentes quand même. Et en fait, je crois qu'il y a un soir, j'ai fait une crise, il était là en fait, donc il n'a pas vraiment le choix. Après, comme avec Lucas, on était amis quand même depuis 2 ans déjà avant de se mettre ensemble, je pense que du coup, il a commencé à voir que j'avais quand même une personnalité assez angoissée.
Donc il savait un petit peu. Et puis même quand on discutait, je lui ai dit, enfin je l'ai prévenu en lui disant, tu sais, moi je suis une personne assez compliquée à vivre, hein, parce que parfois je peux avoir des tocs quand je cuisine, des choses comme ça. Des tas de choses qui, au quotidien, ça peut être lourd à vivre pour quelqu'un et je m'en rendais bien compte en fait. Mais lui, il a appris comme j'étais et puis au contraire, il m'a vraiment aidé à calmer les crises, j'ai l'impression quand même, hein. Parce que du coup, avec lui, je me sens apaisée, donc je sais que même si j'ai une crise, ça va pas le déranger, il a l'habitude de gérer ça maintenant. Et en fait, du coup, inconsciemment, je pense, je me dis, bah ok, c'est bon, enfin là, je suis dans un endroit en sécurité Ouais, avec t'es lui. safe. C'est ça, c'est ma safe place en fait. Et du coup, je pense que déjà, ça réduit les crises. Et quand j'en ai, je me sens moins mal après en fait. Qu'il ait été là, j'ai toujours un petit peu de culpabilité de me dire, c'est pas cool pour lui de devoir autant de. Parce que c'est violent quand même, une crise d'angoisse, c'est beaucoup de sentiments et de. Que ce soit physique ou moral, la violence, je la trouve énorme quand même. Du coup, je me dis, faire vivre ça à quelqu'un, ça me culpabilise un petit peu de me dire, le pauvre, quoi, il a rien demandé, quoi. Je sais que quand nous, on venait chez vous, du coup, au début, t'avais peur parce que tu faisais des crises ou quoi. Je pense que c'est important aussi que tu te dises, nous, on sait ce que c'est. Mm. Et je sais que la première fois que t'as fait une grosse crise, et tu t'es excusé après et tout ça. C'est important que tu te dises que c'est pas de ta faute déjà de un. Mm. Et surtout, les gens autour, ils pensent pas que tu sois faible ou autre. C'est ok de faire des crises, c'est ok de se dire, là, je peux plus faire quelque chose et on rentre. Et c'est ok aussi de vouloir être dans un espace où t'es seul à gérer toi-même ta crise et pas te voir comme si t'étais un boulet ou quoi. Ouais. C'est... C'est assez difficile parce que, comme je disais, quand j'ai grandi depuis toute petite, on valide pas le fait que je fasse des crises d'angoisse en fait. Et après, j'ai réussi à en discuter un peu avec mes proches. Et la réponse que j'ai, c'est non, mais c'est pas qu'on comprend pas, mais c'est juste qu'on sait pas comment gérer. Alors, ok, vous savez pas comment gérer, mais me dire que c'est normal, que ça arrive à tout le monde et que ça va passer, chez moi ça marche pas en fait. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'à la limite, on valide, qu'on me dise ok, tu te sens pas bien, je comprends, je vais te laisser de l'espace pour respirer. Plutôt que de me dire allez hop, tout de suite tu te remets debout, c'est parti, allez, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, ça marche pas du tout avec moi, ce genre de réponse. Donc juste être là à l'écoute, je pense que c'est le nécessaire quand quelqu'un fait des grosses crises comme ça et c'est ce dont j'ai eu besoin toute ma vie en fait. Maintenant, tu te sens plus écouté, on te valide plus tes émotions. Et... En tout cas avec Lucas, oui, et puis avec vous, ma nouvelle famille, oui. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour ma famille, mais faut aussi expliquer que je viens d'une famille où ce genre de choses, ça existe, hein, parce qu'il y a des dépressifs partout dans cette famille, hein, même s'ils s'en rendent pas forcément compte, je pense. Il y en a certains qui auraient vraiment besoin d'être aidés par des thérapeutes, je pense, mais qui se l'avoueront jamais. Parce que c'est une famille où la dépression, l'anxiété, des choses comme ça, c'est la vie, c'est normal, il y a des choses plus importantes que ça, en fait, pour eux. Hein. Ouais. On est d'accord, pas pour moi. Oui. Hein. Mais, et donc du coup c'est assez difficile de parler de ce qu'on ressent dans cette famille parce que si c'est des choses qu'eux ils valident pas, même pour eux, pour les autres c'est juste impossible quoi en fait. Ouais. Du coup, même dans notre famille, t'as dû te rendre compte que la santé mentale chez certaines personnes c'est pas top. Et malheureusement on n'ose pas se l'avouer. Donc c'est bien de faire de toi-même la démarche d'aller voir un psy, de vouloir en parler. Et puis même tu as l'air d'être mieux entouré au niveau de tes amis et tout ça. Au niveau de ta dépression, est-ce que ça va un petit peu mieux ou... Alors là en fait j'ai eu une période où ça allait beaucoup mieux, où j'ai réussi vraiment à m'en sortir parce que j'ai aussi une médication quand même à côté que du coup j'ai arrêté. Et en fait là je sens que ça repart un petit peu. Mais du coup, comme j'ai ma thérapeute, on a des solutions à ça en fait. Là où avant j'avais pas vraiment de solution parce que j'avais pas de thérapeute, j'avais rien, je savais pas ce que j'avais. Là je sais que ok ça repart, tant pis, j'ai une thérapeute, etc. Déjà j'ai mis quelques mois à me rendre compte que c'était reparti et que je rechutais un petit peu en fait. Mais c'est vrai que là le fait de vivre à deux, en fait, je prends conscience en me disant non là ça va pas en fait. Parce que
bah, par exemple, Lucas va me dire, bah écoute, là je pense que ça va pas, même si lui il juge pas le fait que ça aille pas, hein, il va juste dire, Oui. écoute, j'ai l'impression que ça va pas, peut-être t'aurais besoin de parler un peu plus à la thérapeute, ou voilà. Et juste ça, bah, ça me permet de réaliser moi-même que, ah ouais, là j'ai peut-être rechuté en fait. Et je pense que c'est assez difficile quand on est en dépression de se dire qu'on est en dépression en fait. Parce qu'on se dit, oh non, c'est bon, ça va aller, ça va passer, c'est rien, c'est passager. Alors qu'en fait, ben, il vaut mieux tout de suite accepter la chose et se dire, ok, ben, j'ai des solutions pour soigner ça, Oui. plutôt que de rester en se disant, non, non, ça va aller. En fait, c'est là qu'on s'enfonce le plus dedans, en fait. Ben, le souci avec la dépression, c'est surtout quand elle est là et que tu te dis, ben, je suis peut-être en dépression, c'est qu'elle est vraiment là. Oui, en fait, Ouais. tu te poserais pas la question sinon. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup bah oui là du coup bah j'ai repris les séances de thérapie un petit peu plus enfin moins espacées qu'avant Ouais. pour essayer de gérer ça mais du coup le fait de partir en voyage ça c'était des choses qui m'angoissent un petit peu plus qu'avant D'accord. mais j'ai l'impression de plutôt bien gérer pour le moment donc Oui. quelque part ça me rassure quand même. Ben, tu gères vraiment beaucoup parce que, euh, pour le contexte, là en ce moment, on est à Amsterdam, on fait un voyage en famille et on voit vraiment beaucoup de gens, on prend les transports en commun, on essaye de faire beaucoup de marches et tout ça. Même au niveau de la fatigue, tu gères très bien, je trouve. Et puis, même, ben, c'est toi qui fais à peu près la traduction avec Lucas aussi. Donc je trouve ça super bien que tu essayes d'autres choses, tu parles avec des gens, ou même tu as dit que tu as des troubles alimentaires. Je trouve que maintenant, tu essayes de manger plus de choses. C'est vraiment super bien. Avant, tu mangeais pas... Enfin, il y a plein de textures que tu n'osais pas goûter. Ouais. Et même hier, tu as essayé de manger un plat qui sort de ta zone de confort. Et franchement, tu es super forte. Je trouve que qu'on le dit jamais assez aux gens, mais juste d'essayer, c'est super bien. Ouais, mais j'avais beaucoup de mal à essayer des choses. Mais maintenant, en fait, j'essaye des choses et pour moi et pour les autres. Parce que je me dis, ben, comme ça, si j'essaye déjà, je vais moins contrarier les gens dans leur façon d'être et de fonctionner. Par exemple, là, quand on est dans un groupe, enfin, on est quand même plusieurs à partir ensemble. Bah, il faut pas non plus que ce que je vis, moi, ça prenne le pas sur toute la vie quotidienne, ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et du coup, je le fais aussi pour les autres, mais aussi pour moi, de me dire, pour être fière de moi et de me dire, ok, bah, au moins j'ai testé. Et puis là, je peux vraiment dire que non, ça me plaît pas, ou je peux dire, bah oui, il faudrait que j'essaye de plus en plus pour réintégrer des aliments, en fait, sur tout ça. Et du coup, je pense que ma thérapeute me le répète assez souvent, il faut aussi que je fasse les efforts pour moi, surtout. Mais bon, il y a toujours une partie de vouloir moins embêter les autres, en fait. Après, t'as pas besoin de penser vraiment, en vrai, pense d'abord à toi. Je sais que moi-même, j'ai des troubles alimentaires encore maintenant. Et même, j'ai beaucoup de mal à manger plein de choses. Et je me mets aussi à la place des autres en me disant, ben là, ça va être chiant parce que je peux pas manger de choses avec du lait ou quoi aux caisses. Et on choisit tout le temps les restaurants en fonction de mes troubles alimentaires ou autre. Et en fait, tu devrais d'abord penser à toi. Alors, Oui, je sais. Mais tu sais, ce que je disais, c'est quand on part, là, on est en vacances, on est nombreux quand même. Et du coup, il faut quand même essayer de trouver quelque chose qui plaise à tout le monde. Et si à chaque fois, moi, je dis ah non, je peux pas, ah non, je peux pas. En fait, j'ai toujours l'impression de dire non à des choses que vous aimez, par exemple, ou voilà. Et du coup, hier, le fait d'avoir dit oui pour ce fameux plat où vraiment, j'avais vraiment pas l'habitude de manger ça, je me suis dit, ok, bah, ça va me permettre et de sortir de ma zone de confort et de faire plaisir aux autres qui avaient l'air d'avoir vraiment envie de manger ça, tu vois. ben, j'espère que tu t'es pas trop senti obligé de le faire. Je pense que non, en fait, parce que bah, ça me fait aussi du bien de sortir de ma zone de confort. Il faut... En fait, je pense qu'il faut que pour vivre aussi longtemps, il faut aussi accepter de voir d'autres choses et de sortir de cette zone de confort, même si bah, ça peut me provoquer de l'anxiété, etc. Mais au moins, je sais que pour plus tard, bah, au moins comme ça, je me sentirai plus à l'aise, en fait. Au moins, tu as vraiment essayé et d'essayer de nouvelles choses, c'est déjà super bien. Et, et c'est vraiment courageux d'essayer des nouvelles textures. Je sais que moi-même, il y a des aliments où juste à l'odeur, je peux pas, alors qu'ils ont l'air super bons. Mais juste l'odeur ou la couleur,
ça me dérange vraiment beaucoup. Non. Donc, j'ai l'impression que toi aussi, c'est comme ça. Ouais. En fait, il y a des fois, c'est même hyper frustrant parce que je vais sentir une odeur et je vais me dire, waouh, ça sent tellement bon, j'ai trop envie de manger ça. Et une fois dans mon assiette, je vais me dire, ah ouais, mais cette texture, je peux pas. Ou ah oui, ça ressemble à quelque chose que je peux pas manger en fait. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que je me dis, mais pourquoi quand je le sens, j'ai envie d'en manger, mais une fois devant moi, je pense que je peux pas le faire. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper frustrant. Ouais. Bah, après, dis-toi qu'il y a plein de gens qui ont des troubles de l'oralité. C'est vraiment Ben, maintenant, on en parle un peu plus, mais il n'y a pas que toi, et c'est vraiment ok de pas vouloir manger l'assiette parce qu'il y a un truc qui te dérange, ou l'aspect, la couleur, ou tout ça, c'est ok. Tu pourras réessayer plus tard, ou même essayer de goûter le truc, mais sous une autre forme, c'est bien aussi. Mais en tout cas, tu fais plein d'efforts et c'est super bien. Alors, même pour exprimer tes émotions, tu le dis quand t'es fatigué, et c'est ok. Et même au niveau, j'espère que on te fait pas trop sortir aussi de ta zone de confort pour la fatigue chronique ou... Alors, la fatigue chronique, c'est vraiment quelque chose, je pense que, bah, pareil, je vis avec depuis toujours, enfin, je pense. Quoique quand j'étais petite, mais je pense que c'est aussi dû à l'âge, j'étais peut-être un peu moins fatiguée. C'est vrai que là, maintenant, je pense que ça fait des années où j'ai besoin de dormir énormément, mais là, on parle pas de 8-9 heures, hein, c'est vraiment, je pense qu'il me faut déjà par nuit minimum 12 heures de sommeil. Sinon, après, bah, je suis pas bien. Et en plus, le fait de ne pas avoir dormi assez pour moi, hein, bah, ça exacerbe carrément l'anxiété en fait. D'accord. Donc je sais que si j'ai pas assez bien dormi, bah, j'ai vraiment des risques de faire des crises d'angoisse. Bah, pas pour rien, mais vraiment pour la moindre chose, ça peut partir en angoisse pour moi. Donc c'est vrai que partir en voyage, bah, c'est à la fois angoissant avant parce que tu te dis, voilà, si je dors pas assez, je vais être insupportable pour les autres et même pour moi, ça va être compliqué à vivre. Et en fait, une fois dans le voyage ou dans les vacances, bah, c'est assez compliqué de se dire, ok, là, il faudrait que je dorme tant pour être assez bien, en fait. Mais chose bien, du coup, encore une fois, Lucas a bien compris ça. Et donc, du coup, il sait que le matin, si je dors, il faut pas trop me réveiller, attendre un petit peu avant de me réveiller. Parce que la plupart du temps, si je dors, c'est que oui, t'en as besoin. Mon corps n'a pas assez récupéré. Et ça, c'est assez difficile. Et en plus, quand on fait beaucoup d'angoisse et d'anxiété, ça génère beaucoup de cauchemars aussi. Donc, j'ai fait des terreurs nocturnes pendant très longtemps. Là, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui se calme un peu. Mais du coup, c'est encore une chose qui joue sur l'anxiété en fait. Parce que le fait de se dire, ok, tu vas dormir parce que t'es épuisé, si tu dors pas, tu vas avoir de l'angoisse. Mais c'est possible que du coup, tu fasses des cauchemars. Donc, du coup, ça rajoute à la fatigue. C'est un cercle vicieux en fait, quoi. Entre fatigue, cauchemar et angoisse, c'est tout lié, quoi. Et est-ce que ta fatigue chronique, elle a été causée un peu, entre guillemets, par la dépression? Parce que moi, je sais quand je fais des épisodes encore de dépression ou de grosse déprime, je sais que je dors énormément, ou même quand mon anxiété est en pic, je peux dormir vraiment beaucoup. Je peux faire des siestes de minimum 2 voire 4 heures. Ouais. Donc est-ce que ça rajoute un truc en plus? Alors je pense que oui, mais en fait moi j'ai eu 2 diagnostics en même temps. J'ai été diagnostiquée d'endométriose en fait et de la dépression, et c'était à peu près au même moment. Donc en fait, comme j'ai pas vraiment discuté de ça avec les médecins, je sais pas trop si c'est plus de la dépression ou plus de l'endométriose. D'accord. En regardant les témoignages de personnes atteintes de l'endométriose, j'ai bien l'impression qu'il y a quand même une grosse fatigue chronique qui est due à l'endométriose. D'accord. Mais je sais qu'avec la dépression, là mes thérapeutes pour le coup m'ont dit c'est normal de dormir, enfin normal, c'est un des symptômes de la dépression de dormir énormément. Après, comme je leur dis souvent, moi, ça fait des années que j'ai besoin de dormir énormément, quoi, en fait. Ouais, c'est devenu ta normalité, en fait, de beaucoup dormir. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu handicapant pour tous les jours de se dire, ouais, mais là, il faudrait que je fasse une sieste parce que, déjà, moi, je sens que je suis irritée et que je peux aussi être pénible pour les gens autour de moi, en fait. Et que c'est mieux pour moi de dormir, mais du coup, ça me retire des moments de la journée, ça me retire des moments passés avec les autres, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est pas la partie sympa, quoi. Mais du coup, tu travailles, t'es professeur. Oui. Et ça se passe comment
dans ta journée, si tu as besoin de te reposer ou quoi? Alors ça, c'est un truc qui m'angoissait énormément quand j'ai commencé ma carrière de professeur. Euh, donc la première année où j'ai été professeur, j'étais sur un collège qui n'était pas hyper loin de mon lieu d'habitation. D'accord. Donc en fait, là, ça m'a un petit peu rassurée dans le sens où je me disais, ok, si vraiment j'ai besoin de me reposer, si je suis trop fatiguée, je prendrai la voiture, j'irai me reposer à la maison. Euh, En fait, ça pose plein de problèmes dans le sens où déjà, une fois que je suis sur site, donc sur l'établissement, bah, j'ai pas vraiment le droit d'aller me reposer, quoi. Ouais. Là, j'ai une classe, il faut que j'assure pour la classe, il faut que j'assure mes heures au sein de l'établissement. Que ce soit et devant les élèves et avec mes collègues en salle des professeurs, parce que ça fait aussi partie du travail de discuter avec les collègues, etc. Mais une fois arrivé à la maison, ce qui est l'inconvénient de ce métier-là, c'est qu'en fait, une fois arrivé à la maison, ben, tu dois encore travailler. Oui. Parce que tous les cours du lendemain, ou surtout quand tu débutes, quand c'est ta première année d'enseignement, t'as tout à créer toi-même en fait. Toutes les séquences, tout ce que tu vas leur apprendre. Et ça prend du temps. Et comme le fait que, comme j'ai aussi besoin de dormir beaucoup, il faut que j'arrive à partager les deux, de me dire il faut que ma tâche de travail soit terminée, mais il faut aussi que je me repose parce que sinon je serais pas ok pour le cours suivant ou ok pour la journée suivante à tenir debout devant les élèves, quoi, en fait. Et ça t'est déjà arrivé de devoir faire cours et d'être vraiment super fatigué? Ouais. Mais ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qui doit arriver à beaucoup d'enseignants, déjà. Parce qu'il y a des fois où on a plusieurs classes de suite. Et en fait, souvent on se dit, oui, le métier d'enseignant, c'est facile, c'est vraiment tout simple, c'est tout doux. On est devant les élèves, on prépare des cours. Mais en fait, ça demande énormément d'énergie, hein. Moi, je suis jamais assise, hein. Déjà parce que c'est mes premières années d'enseignement. Donc en fait, il faut imposer aussi le cadre à une classe. Donc si t'es assis à ton bureau, forcément tu gères rien du tout. Donc déjà je suis tout le temps debout, jamais je suis assise. En plus, du coup, si tu donnes une énergie dans tes cours, sinon les élèves ils s'endorment, quoi. Donc en fait c'est beaucoup beaucoup d'énergie sur plusieurs heures de suite parfois en fait. Et là maintenant j'ai la chance, bon, entre guillemets, d'être à mi-temps. Donc je travaille pas toutes les semaines. Mais ça me permet au moins de me reposer un petit peu et d'être à fond dans mes cours et de pouvoir donner toute l'énergie que je peux donner à mes élèves en fait. Et puis même ta batterie sociale, est-ce qu'elle est... Ça fonctionne comment quand tu dois donner cours et après devoir parler à tes collègues, genre faire une transmission de... Ouais, de ce qui s'est passé. Oui. Ouais, souvent, par exemple, avec les professeurs principaux, en général, on fait un petit compte rendu, surtout en début d'année, pour voir comment se passe le groupe classe, comment est-ce qu'ils s'entendent entre eux, etc. Et en fait, je pense que justement, il y a beaucoup d'enseignants qui éprouvent tous la même fatigue à se dire ouais, là j'ai tenu 6 heures devant mes élèves, il faut encore que je fasse 15 minutes de compte rendu avec mes collègues. Je suis trop fatiguée. Il y en a certains, et là pour le coup dans l'établissement où je suis, c'est bien comme ça, qui disent ok, là je suis trop fatiguée, je te ferai un mail pour tout expliquer. Et en fait, ça c'est assez normalisé, ils vont pas mal le prendre, en tout cas dans l'établissement où je suis. Oui. Que tu dises que là t'en peux plus, que tu vas couper et que quand tu rentres chez toi, tu fais rien d'autre que préparer tes cours et être avec ta famille en fait. Et ça, c'est un truc qui se normalise de plus en plus, je pense, dans l'enseignement. Parce que ça fait qu'il y a quand même beaucoup de profs qui partent en burn-out, de fatigue, etc. Et ça, c'est assez normalisé et franchement, ça fait du bien. Parce qu'il y a des fois, je le sais, j'arrive devant une collègue, je lui dis... je sais que là, j'ai un compte-rendu à faire sur un élève depuis 2 semaines. Et je lui ai dit à chaque fois, ouais, non, je t'écrirai un mail parce que là, j'en peux plus. Et à chaque fois, elle me dit, non, mais t'inquiète, fais ce que t'as à faire, tu me l'enverras quand tu peux. Et en fait, ça me soulage un peu aussi du poids de la fatigue. Par contre, c'est vrai qu'une fois arrivé le vendredi, surtout que moi, le vendredi, c'est ma journée la plus chargée de la semaine. D'accord. Quand j'ai enchaîné toutes les heures de cours, j'en peux plus, quoi. Et il y a des fois, je le sens, hein, mais même il y a une fois, ça m'arrive de faire des erreurs dans mon cours, en fait, parce que je suis trop fatiguée et je pense qu'il y a une chose, c'est rentrer chez moi, en fait. Et donc, du coup, en plus, ça rajoute de la culpabilité parce que quand tu rentres chez toi, tu te rends compte que t'as fait des fautes et tu te dis mais c'est pas possible, quoi, c'est toi qui dois leur apprendre des choses et tu fais des erreurs. Mais en fait, les enfants en général, ils sont assez compréhensifs, quoi. Quand tu leur dis écoutez, je suis fatiguée, on va modifier cette erreur parce que c'est ma faute, voilà. Et en général, ils te disent mais c'est pas grave, madame, nous aussi on est fatigués, c'est vendredi, donc voilà. C'est super adorable. Donc ça, en plus, ça dépend des classes, hein, faut quand même le dire. Mais là, moi, je suis dans un établissement où il y a des classes vraiment qui sont adorables, quoi.
C'est super bien d'avoir une nouvelle génération de profs, entre guillemets, parce que vous êtes là à comprendre que vraiment c'est pas facile pour tous les élèves de parler à l'oral, de s'exprimer devant des gens, que certains élèves ont réellement énormément de soucis à la maison. Il y en a certains, ils sont en dépression ou ils ont plein d'autres choses. Et c'est vraiment cool d'avoir une nouvelle génération qui se dise, on est au courant de ces sujets, on peut un peu plus aider les élèves, ou vous êtes là à pouvoir un peu plus surveiller pour pas qu'il y ait de harcèlement ou truc. Ouais, Donc c'est ça. super bien. Justement, là, je suis coordinatrice du programme anti-harcèlement dans mon établissement. D'accord. Donc, c'est un programme national, donc en soi, c'est un peu quelque chose de très cadré. Donc, moi, je peux pas vraiment faire plus d'interventions que si je le voulais, en fait. C'est très cadré, c'est envoyé par le ministère, c'est... Voilà. Mais moi, ça me tenait à cœur de faire partie de ce programme-là. Alors, je savais pas si je voulais être coordinatrice ou non, hein, mais bon, ça s'est retrouvé, finalement, je me suis retrouvée coordinatrice. Mais c'est un travail assez intéressant à faire au niveau de la sensibilisation, etc. Et c'est vrai que, comme tu dis, la nouvelle génération de professeurs, c'est pas plus mal parce qu'on on est un peu formé sur les problèmes de société. Je trouve qu'on y est plus attentif que certains autres professeurs. Après, il y a quand même certains autres professeurs d'ancienne génération qui, par exemple, participent à mon programme ou voilà, on sent bien qu'eux, ils se rendent compte que il y a besoin de faire quelque chose pour ces classes-là. Mais oui, c'est vrai que c'est un truc qui me tenait vachement à cœur de participer et surtout de voir la réalité surtout de ce qui se passe dans ces établissements en fait. Et du coup, pour ce programme, tu te déplaces dans des classes pour leur dire comment ça se passe ou ça se passe comment? Alors en fait, pour ce programme, ça s'appelle le programme phare, donc mis en place par l'éducation nationale. C'est à viser surtout pour éviter des cas de harcèlement. D'accord. Donc en fait, c'est pas juste du traitement du harcèlement, c'est vraiment de la prévention. Ok. Donc en fait, il y a plusieurs phases à mettre en place. Donc la phase 1, c'est surtout de la prévention, en fait, la plupart du temps. Donc ça va passer par exemple, là tu vois, au mois de novembre, on a une journée de sensibilisation au harcèlement scolaire. D'accord. Et donc moi, par exemple, avec mes collègues, parce qu'on a un petit groupe pédagogique, on a proposé donc de faire une photo avec des bannières que les élèves vont créer eux contre le harcèlement. Donc en fait ils ont du temps par exemple en permanence avec les surveillants, donc les AED, pour créer des petites affiches pour sensibiliser les autres au harcèlement. Il y a ça. Ensuite on va travailler, donc là pas tout de suite parce qu'on a déjà cette journée à mettre en place, c'est vraiment déjà beaucoup d'organisation. On dirait pas comme ça, mais avec l'éducation nationale ça demande beaucoup de temps. Et en deuxième phase, moi j'aimerais bien quand même faire une intervention avec l'infirmière scolaire parce que notre infirmière scolaire elle est géniale, elle est à fond dans la prévention, etc. Elle est super investie. On est un petit peu en campagne de l'Alsace, donc en fait l'infirmière scolaire elle n'est pas toujours sur l'établissement, mais quand elle est là elle fait tout ce qu'elle peut, donc c'est génial. Donc je pense que ce serait bien pour certaines classes où on sent qu'il y a un climat un petit peu propice au harcèlement, de mettre en place une petite intervention avec l'infirmière scolaire en fait. D'accord. Et ensuite tout au long de l'année il y a toujours des projets comme tu vois la journée pour contre le harcèlement, il y a toujours des petits projets à mettre en place et c'est super intéressant à faire. En tout cas c'est super bien parce que on n'en parle pas assez, avant de mon temps, je parle comme un jeu, on parlait pas assez du harcèlement et même les professeurs ils voyaient qu'il y avait quelque chose, mais ils fermaient un peu les yeux. Et du coup, c'est super bien de faire maintenant des campagnes, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de harcèlement, ou il y a même des enfants, malheureusement, qui se suicident à cause de ça. Donc c'est super important d'avoir un pilier comme ça, et puis d'en parler, d'en discuter, et de se dire, c'est pas de notre faute si on se fait harceler. La plupart du temps, les gens qui nous harcèlent ont déjà, eux, des problèmes. Et du coup, pour se dévider des problèmes qu'ils ont à la maison ou autre, ils vont harceler les autres parce que pour eux c'est la normalité, la violence ou d'autres choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est en ça que le programme phare est pas très mal fait, dans le sens où en fait il y a donc la phase 2, donc c'est plutôt la phase traitement d'un harcèlement en cours. Il y a deux parties. Il y a une partie où on va aller voir l'élève qui est soupçonné de harcèlement et l'élève qui se sent harcelé. Et donc en fait pour les deux il va y avoir une discussion. On va pas juste se concentrer sur la personne qui harcèle, mais aussi sur la personne harcelée, comment elle se sent
au sein de sa classe, et puis essayer de faire une médiation entre les deux pour que la personne qui harcèle comprenne que ce qu'elle fait, c'est pas anodin en fait. Parce que, bon, la plupart du temps, sauf les gros cas d'harcèlement, hein, la plupart du temps, c'est quand même un élève qui va pas vraiment se rendre compte de sa méchanceté. D'accord. Même si il y a quand même beaucoup de comportements qui sont absolument pas normaux et pas du tout acceptés dans l'établissement. Parfois, il faut remettre un petit peu le cadre et leur expliquer que ça, non, c'est pas possible. Et que même si parfois à la maison ça fonctionne, normalement, dans la société, c'est pas accepté. C'est pas ok. Donc, il faut aussi leur rappeler ça, et même la plupart du temps, je préfère dire ça parce que moi ça me rassure, mais c'est vrai, la plupart du temps, ces cas-là, ça se règle assez facilement. D'accord. Parce que on va arriver à temps pour attraper la chose et remettre le cadre en place en leur expliquant que ce sont des choses que non, on fait pas parce que l'autre personne peut ressentir ça. Et en fait, en les mettant à la place de la personne harcelée, la plupart du temps, on arrive à régler le problème. Ouais. Après, il y a le niveau au-dessus. C'est donc là, on va alerter, par exemple, parfois la police, hein, quand ça va vraiment très très loin, les parents, le chef d'établissement, l'académie, etc. Okay. Et ça, c'est vraiment le niveau au-dessus quand c'est des harcèlements vraiment confirmés et qui sont, vraiment violents, quoi. Et est-ce que vous leur expliquez ce que ça fait de se faire... Enfin, les oui, conséquences du harcèlement à long terme ou des choses Oui, comme c'est ça. En fait, dans la partie médiation avec donc du coup le harcelé et le présumé harceleur, il y a toute cette discussion. Voilà, c'est ça, c'est de se mettre à la place de l'autre personne, en fait. De se dire, écoute, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Et surtout, pense à ce que la personne en face peut ressentir, en fait. Est-ce que tu penses que si toi t'étais à sa place, comment tu te sentirais, etc. Donc là, en général, s'ils répondent que non, ils comprennent pas la personne en face, là, ça va monter d'un cran au niveau de l'intensité de... Donc ça va passer en phase 2, où là, on va vraiment faire appel au chef d'établissement, etc. Mais si on arrive à avoir une sorte d'empathie ou quelque chose qu'on sent sincère, là, on sait que le problème va se régler assez facilement. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, de faire tout ce que tu fais. Merci beaucoup de m'avoir parlé de ta vie, de ton expérience. Et j'espère que les gens dans ta situation, que ce soit avec les troubles alimentaires, l'anxiété ou la dépression, savent que en parler, c'est déjà un premier pas. Et surtout, merci pour tout, pour ce que tu fais à l'école et plein de choses. Donc voilà, merci d'avoir participé à l'épisode. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. De rien, c'était normal. Et si d'autres personnes veulent participer, ils peuvent laisser un message ou envoyer même un mail. Ce sera avec plaisir que je peux les écouter. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et passez une très bonne journée. Je voulais rappeler que vos sentiments sont valides, que vous avez le droit d'en parler ou d'exprimer vos sentiments d'une autre manière, que ce soit en les écrivant, en se filmant ou en allant voir un psy si vous en avez les moyens, ou juste d'en parler à vos proches. Vous êtes de très belles personnes, vous êtes important ou importante pour plein de personnes et vous êtes des personnes extraordinaires. Donc restez comme vous êtes, peu importe vos différences et que vous rentrez ou non dans les normes. Merci beaucoup d'exister.